Mesdames et messieurs, Madame la députée, Monsieur le vice-recteur, Mesdames et messieurs, chers collègues, au nom du décanat de la Faculté des sciences sociales et politiques, j'ai le très grand plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue dans cette cérémonie d'ouverture des cours de l'année académique 2018-2019. J'aimerais saluer tout particulièrement, mesdames et messieurs, les représentants des diverses instances de notre université et de notre faculté. Je veux aussi saluer toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la faculté. Enfin, je veux saluer spécialement également tous les lauréats et lauréates des prix de faculté, leurs parents et amis, ainsi que les étudiantes et étudiants présents. Je suis, je dois vous le dire, très heureux de vous accueillir ici, si nombreux. Nous jouons à guichet fermé, si vous me permettez cette métaphore sportive à Sinathlon. Ce bâtiment a ouvert ses portes cette année et, comme vous le savez probablement, ce bâtiment domicilie l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Cette cérémonie vaut d'une certaine manière aussi inauguration. Je crois que c'est la 5e du genre. Comme d'habitude, cette cérémonie d'ouverture des cours nous offre la possibilité de faire le point sur l'année écoulée, de vous livrer aussi des jalons pour l'année à venir, de saluer, on l'a dit, les étudiantes et étudiants qui ont obtenu un prix de faculté, et enfin, le clou de la soirée, d'entendre la leçon d'ouverture. Cette année, honneur à l'Institut de psychologie qui fêtera ses 50 ans le 7 décembre prochain, et honneur à la professeure Joëlle Darwish qui donnera une conférence intitulée « Scènes de la vie conjugale et coparentale ». À l'issue de cette conférence, je vous rappelle que tout le monde est cordialement invité à un apéritif, comme d'habitude, richement garni, qui sera servi à cet étage dans les espaces derrière et à côté de l'auditoire. Nous commençons donc cette cérémonie avec ma propre intervention en forme de discours, comment dirais-je, sur l'état de la nation facultaire. Comme d'habitude, elle se fera en 3 temps. Les remerciements, les événements marquants de l'année, les perspectives à venir. D'abord, les remerciements. Je veux d'abord adresser des remerciements aussi vifs que chaleureux à tous les membres de la faculté qui ont activement œuvré cette année à la bonne marche de notre faculté, que ce soit dans l'enseignement, dans la recherche ou dans la gestion de la faculté. Mes amicaux remerciements vont ensuite à tous les membres du décanat sortant. Ils se sont engagés sur la durée de la mandature avec tout leur cœur, toute leur énergie et toutes leurs compétences. Je veux parler ici de Niki Lefebvre, Marie Santiago, Roberto Baranzini et Jérôme Rossier, ainsi que Rosine Costaz et la très efficace administration du décanat. Et je veux saluer et d'ores et déjà remercier le nouveau décanat dont vous découvrez les 2 nouveaux visages parmi ceux des 3 glorieux anciens, les professeurs Eva Green et la professeure Anne Marcellini. Remerciements aussi aux 4 directrices et directeurs d'institut que vous avez également sous les yeux, Mounia Benani-Shraibi, Éléonore Lépinard, Grégoire Zimmermann et au tandem de l'ISUL, Ben Kayser et Fabien Hall. Remerciements aussi à la présidente et au président sortant des commissions d'enseignement, Laurence Kaufmann, André Mack, Denis Hove et Valentino Pomini. Remerciements encore au secrétariat des instituts pour le très bon climat collaboratif. Enfin, dans ce bouquet de remerciements, je veux aussi exprimer ma reconnaissance à la direction de l'université, représentée, on l'a dit ce soir, par le vice-recteur François Bussy. Remerciements pour son solide soutien. Les facultés sont au front de l'enseignement et de la recherche, mais elles ont besoin des meilleures conditions cadres pour réaliser leur mission, et c'est la direction qui en attribue les ressources matérielles et pratiques. Les événements marquants de l'année. L'année 2017-2018,
je crois pouvoir le dire, mesdames et messieurs, sans rougir, a été une excellente année pour la faculté. Il est intéressant de relever que d'une année à l'autre, les succès varient et que nous avons chaque fois d'autres raisons de nous réjouir. Au chapitre des mutations dans le personnel, je dois d'abord signaler des départs à la retraite, ceux des deux professeurs ordinaires, Bianca Maria Fontana et Dominique Joie, qui sont, comment dire, le plus brièvement possible, de monuments facultaires, et celui de Pierre-André Doudin, professeur associé ad personam. Je dois vous dire que ce n'est que l'avant-garde des nombreux départs à la retraite des baby-boomers nés entre 1955 et 1960 qui quitteront la faculté jusqu'en 2025. Concernant Dominique Joie, je vous invite déjà, mesdames et messieurs, à noter dans votre agenda qu'il donnera sa leçon d'honneur le 14 mars prochain à 17h. Je veux aussi signaler le départ à la retraite de M. Roland Capel, MER1 à l'Institut de psychologie depuis 1998. Outre notre plus profonde reconnaissance, je veux dire plus personnellement à ces jeunes retraités qu'ils seront toujours les bienvenus dans la faculté et qu'il nous serait particulièrement agréable de les revoir en diverses circonstances de sociabilité facultaire. Comme chaque année, il y a un certain nombre d'assistants et de premiers assistants qui sont arrivés au terme normal de leur contrat. Impossible de les nommer toutes et tous. Mais à eux aussi, nos remerciements pour leur activité et nous leur souhaitons aussi une belle suite et de grandes joies dans leurs nouvelles fonctions ou activités. Nous avons salué les départs, nous avons aussi des arrivées, nous avons procédé à des recrutements cette année et des titularisations de professeurs. Vous avez la liste des collègues qui arrivent dans notre faculté ou qui vont arriver ces prochains mois. Je commence par la professeure Lynn Van de Castille, nommée professeure associée en politique sociale à l'Institut des sciences sociales. Madame Stéphanie Steinmetz, nommée professeure associée en sociologie de la stratification et mobilité sociale à l'Institut des sciences sociales. Monsieur Rémi Amourou, qui a été titularisé au rang de professeur associé en psychologie clinique et histoire de la psychologie à l'Institut de psychologie. Monsieur Thomas Boucher, nommé professeur associé en histoire de la pensée politique à l'Institut d'études politiques, historiques et internationales. Monsieur Johan Arifin, professeur associé en relations internationales à l'Institut d'études politiques, historiques et internationales. Et deux collègues ont aussi reçu le titre de professeur titulaire, M. Jean-Philippe Antonietti à l'Institut de psychologie et M. Guy Elcheroth à l'Institut des sciences sociales. Le décanat souhaite une très chaleureuse bienvenue à tous ces nouveaux collègues et à toutes les nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs qui ont rejoint la faculté cette année et ses plus vives félicitations aux personnes nommées, promues et titularisées. Au chapitre de l'enseignement, après avoir franchi le cap historique des 3000 étudiants l'année dernière, les chiffres à disposition annoncent une légère hausse de nos effectifs étudiants, comme ceux d'ailleurs de l'Université de Lausanne. Nous restons évidemment très prudents sur ces chiffres, puisque les chiffres définitifs seront connus plutôt fin octobre, mais nous avons, sur la base des données actuelles, nous sommes aux alentours des 3200 étudiants cette année, et nul doute que cette augmentation est le produit de l'attractivité de nos formations et de nos enseignants. En cette année 2017-2018, nous avons terminé avec la mise en œuvre du plan d'action de la faculté 2013-2018. Je crois pouvoir dire que les ambitieux objectifs du plan ont été très largement atteints. Sans fausse modestie, je dirais même que certains objectifs ont été dépassés, notamment en matière de communication, d'événements facultaires, y compris avec les alumni, pour le nombre de stages offerts aux étudiants ou pour l'actualisation exhaustive des directives dans le domaine de l'enseignement. Nous en avons aussi terminé avec les procédures d'auto-évaluation de cursus, entamées, imaginez-vous, au début de la décennie,
c'est le bachelor de sciences sociales qui a fermé le banc. Nous terminons tout cela avec même aussi là de l'avance sur le calendrier institutionnel de l'UNIL qui prévoyait de tout boucler avant 2020. Mais comme vous le savez, dans les faits, ces procédures d'évaluation et bientôt d'accréditation ne s'arrêtent en fait jamais. Nous commencerons donc un nouveau cycle d'auto-évaluation en 2019 avec l'auto-évaluation facultaire 7 ans après l'exercice précédent. Ce sera, disons-le déjà, un fort moment de catharsis facultaire. La faculté sera revisitée de fond en comble, de la cave au grenier, et de nouvelles idées, de nouvelles visions du développement de la faculté pourront alors s'exprimer. Je dois vous confesser, mesdames et messieurs, que nous abordons ces échéances très confiants dans les savoir-faire facultaires en la matière. Et ce, d'autant plus que cette nouvelle auto-évaluation sera conduite sous la responsabilité de la nouvelle doyenne Marie Santiago, qui connaît très bien l'exercice, puisqu'elle l'a déjà piloté à 2 reprises en 2006-2007 et en 2012-2013 dans ses fonctions qui étaient de vice-doyenne qualité. La recherche. Si vous me permettez, quelques secondes d'allégresse et une microdose de chauvinisme facultaire. Après un automne 2017 calme, la moisson de projets FNS a été sans précédent ce printemps, avec, accrochez-vous, mesdames et messieurs, accrochez-vous, monsieur le vice-recteur recherche, 13 projets obtenus pour un total de 7,5 millions de francs suisses. Et donc, je ne résiste évidemment pas au plaisir de vous citer les noms des bénéficiaires de ces subsides, et vous avez sous les yeux les intitulés des projets victorieux par ordre alphabétique des requérants principaux et des co-requérants. Et pour les projets en division 1, je félicite Rémi Amourou, dont nous avons parlé il y a quelques instants, Félix Bullmann, Patrick Clastre, Michel Grossen et Nathalie Muller-Mirza. Toujours pour des projets en division 1, je félicite également Marc Pernoud et Pierre-Emmanuel Sorigné, Stine van Petegem, Amber Thalmeyer, Dominique Vinck. Et sur d'autres instruments du Fonds national, félicitations à Véronique Mottier pour un projet dans le PNR 76, assistance et coercition, à Eva Green pour un projet au sein du NCCR MOVE, et à Jérôme Rossier et Jonas Masdonati pour un projet R4D. Nous n'en avons pas fini avec nos 13 projets. Nous félicitons également Boris Baud et Nicolas Bayalafite pour un projet Digital Life. Et enfin, félicitations à Franco Panese qui vient de décrocher un Synergia de 2,7 millions de francs sur la médecine personnalisée. Permettez-moi aussi de mentionner le succès de Daniel Ayop, qui est financé par la USA National Institute of Health, et citons aussi, mais nous ne pourrons pas le faire nommément à une exception, les nombreuses bourses FNS de toutes sortes obtenues par nos doctorants, nos doctorantes, nos postdoctorants et nos postdoctorantes. Et je cite le projet ambitionné de Michael Gretz. À noter que c'est la seconde fois que des premiers assistants décrochent des subsides en division 1. C'est très réjouissant que le FNS fasse désormais aussi confiance aux jeunes chercheurs dans sa division fondamentale. La concurrence est de plus en plus rude au FNS, donc croyez bien que les mérites de tous ses collègues sont grands. Il doit donc être très chaudement félicité. Vos applaudissements y contribueront.
Merci beaucoup et je dois vous dire que nous y voyons aussi le succès de la politique de soutien à la recherche menée depuis plusieurs années, plusieurs décennats dans notre faculté. Et j'ai pour habitude de dire que notre écosystème de recherche facultaire parvient désormais à générer très régulièrement une vague, et parfois c'est le cas cette année, je l'ai dit, une déferlante de projets de toutes sortes. Je dois vous dire aussi que nos collègues n'ont pas fait que déposer avec succès des projets, ils ont également enseigné, dirigé des mémoires ou des thèses, écrit des articles ou des ouvrages, ils ont organisé des colloques, présenté des communications, siégé dans de nombreuses instances scientifiques ou académiques. Bref, ils ont pleinement rempli leur belle mission, leurs 3 belles missions d'enseignement, de recherche et de gestion. La caravane des grands congrès internationaux passe de plus en plus par notre faculté. Rien que cet été, nous avons accueilli ici même, dans ce bâtiment Synathlon, le Congrès mondial de sociologie du sport, le Congrès international de la Société française de psychologie du sport, qui, tenez-vous bien, tenait pour la première fois congrès hors des frontières hexagonales. Et elle a choisi Lausanne. La conférence biennale du Standing Group de l'ICPR, Regulatory Governance, est également tenue dans notre faculté en juillet. C'est donc, chaque fois, il faut bien le comprendre, entre 150 et 300, voire 350 chercheuses et chercheurs du monde entier ou de l'Europe entière qui viennent sur le campus pendant plusieurs jours. Et je dois vous dire, nous qui vivons une partie de notre vie sur ce campus, c'est toujours une joie de voir cette effervescence à la fois intellectuelle mais aussi sociale sur ce campus appelé à devenir un campus 24 heures sur 24. Évidemment, plein d'autres événements scientifiques se sont déroulés à Géopolis ou à Synathlon, mais vous me pardonnerez, j'imagine aisément, de ne pas vous en délivrer la liste exhaustive. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir davantage, à regarder chaque semaine l'agenda sur la homepage de la faculté. Probablement que vous en aurez le vertige devant l'ubiquité requise pour assister à toutes les conférences, débats ou soutenances de thèse qui se déroulent sur ce campus. Soutenances de thèse toujours plus nombreuses, puisque si l'on en juge par les chiffres de cette année, 35 thèses ont été soutenues sur le campus contre 32 l'année dernière. L'an passé, je vous avais montré les couvertures de la production livresque de la faculté avec un chiffre qui nous avait un peu effaré, peut-être même décoiffé, de 32 ouvrages publiés durant la précédente année académique. Il s'agissait alors d'un record absolu et dans l'histoire de la faculté et dans le cercle vertueux de la production scientifique, un tel chiffre n'est toutefois pas possible ni souhaitable chaque année. Il y a en effet le temps de l'élaboration des projets, celui de la récolte et de l'analyse des données, puis vient le temps de la valorisation. Mais je vous rassure, il y a tout de même eu de beaux livres publiés, dont voici quelques échantillons. À noter toutefois que les articles dans des revues scientifiques sont désormais le support très largement privilégié par les collègues, non seulement de la faculté, mais aussi de l'université. C'est une tendance du reste que l'open science va probablement renforcer. Dans quelques siècles, nos ouvrages seront peut-être vus comme les incunables d'aujourd'hui. Mais dans la faculté, nous resterons, du moins je l'espère, toujours plus intéressés par le contenu de ce qui a été publié que par la question de savoir où cela a été publié. J'en viens, si vous le permettez, à la partie conclusive des perspectives.
après ce glorieux inventaire d'activités en tout genre, naturellement frappé au coin d'un impardonnable patriotisme facultaire, je veux aussi esquisser devant vous les grands défis de l'année à venir. En 2015, lorsque j'ouvrais cette cérémonie comme nouveau doyen, j'avais cité le sculpteur Tinguely, qui disait « Seul le mouvement est stable ». C'est exactement ce qui attend la faculté dans l'année qui vient, le changement et la continuité. L'année prochaine, à cette même date, vous retrouverez ici la nouvelle doyenne Marie Santiago, entourée des vice-doyens sortants et de la vice-doyenne Anne Marcellini, que vous avez identifiée sur la photo du nouveau décanat. La professeure Eva Green a quant à elle accepté de remplacer pendant une année la vice-doyenne Niki Lefebvre, qui retrouvera sa fonction au 1er août 2019. Les doyens passent, mais l'administration reste. L'équipe de l'administration décanale reste stable, avec à sa tête la toujours très engagée et très compétente Roselyne Costa, qui promet pour la première fois dans l'histoire de la faculté collaborera avec une doyenne. Je m'étais personnellement engagé là-dessus. Il en était temps pour la faculté qui a vu naître les études genre à l'UNIL, et Roselyne, qui a déjà formé 9 doyens, c'est dire sa résilience et sa loyauté à l'institution, trouvera à ses côtés une nouvelle sensibilité. L'année 2019 va être marquée par 4 chantiers principaux. Le premier chantier est chaud brûlant. Ces jours, puisque la requête pour demander au Fonds national la 3e phase 2019-2022 du NCCR Lives, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, souvenez-vous, dans les 7,5 millions, eh bien, cette requête de plusieurs millions doit être déposée ces prochains jours. Dario Spini et toutes les équipes de Lives font tout leur possible pour atteindre ces objectifs avec le soutien très apprécié de la direction et en particulier du déjà très cité vice-recteur François Bussy, que je veux personnellement remercier de son engagement dans ce dossier, évidemment très important pour la faculté, mais aussi pour l'université. Le deuxième chantier qui se mettra en place en 2019, c'est, je l'ai dit, le 3e exercice en 13 ans d'auto-évaluation de la faculté. Il mobilisera de très nombreuses ressources pour produire des visions SSP jusqu'en 2027. Eh oui, cet exercice de prospective facultaire devra toutes et tous nous intéresser, car, si vous me permettez de paraphraser Woody Allen, c'est dans l'avenir que nous comptons passer les prochaines années. Troisième chantier. Après l'obtention de tant de projets FNS ces dernières années, le défi, c'est celui de leur réalisation, qui doit être soigné comme garantie des succès ultérieurs. C'est un travail longtemps invisible, car les sciences sociales travaillent, souvent à main nue, sans grands équipements autres qu'un ordinateur. Par exemple, nous avons obtenu de beaux projets, on l'a dit, sur le numérique, qui nous permettront de consolider les spécificités des études sociales du numérique, centrées sur les défis d'aujourd'hui de la Digital Society. Si nous ne faisons pas de vaccins dans la faculté, ou que nous ne faisons pas de cryomicroscopie électronique que nous laissons au prix Nobel, nous nous efforçons par contre de comprendre le fonctionnement de nos sociétés et des individus en société. Ce qui, à mes yeux de profane, doit être au moins aussi compliqué que de déchiffrer ou de séquencer l'ADN. Enfin, dernier chantier en cours, nous souhaitons pouvoir concrétiser la collaboration engagée d'ores et déjà entre la faculté des SSP et la faculté de biologie et de médecine avec le projet appelé à ce stade Alliance Santé, ce pôle en construction de médecine générale et de santé publique, structure a priori inédite en Suisse.
Voilà, mesdames et messieurs, soyez assurés que nous sommes toutes et tous mobilisés pour réussir une belle rentrée académique et produire de beaux et robustes résultats de recherche. Ceux-ci intéresseront aussi bien les divers mondes scientifiques qui traversent la faculté que la cité en général. L'idée est de toujours garder une balance entre une certaine plasticité des disciplines académiques et les promesses de l'interdisciplinarité. Les frontières entre les disciplines n'ont pas disparu. Les disciplines ne se sont pas évaporées comme par enchantement. Les tribus disciplinaires, comme dirait Troller, continuent de structurer tout à la fois l'université, les pratiques de recherche et les carrières académiques. Bref, il y a toujours un fort ancrage disciplinaire des connaissances et des institutions comme enchâssées, comme encastrées les unes dans les autres. Mais tout se passe comme si ces cadres disciplinaires étaient moins puissants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. En dehors des enjeux de pouvoir que cette question de l'interdisciplinarité recèle, elle devient aussi une ressource pour lutter contre l'hyperspécialisation et l'émiettement des savoirs, mais aussi pour répondre à des questions que la société se pose. Selon moi, et ce sera mon dernier mot là-dessus, c'est la mission de la faculté de jouer cette double carte disciplinaire et interdisciplinaire. Avant de passer à la seconde partie de remise des prix, au nom du décanat, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année académique 2018-2019, pleine de curiosité, d'enthousiasme et de créativité. Nous avons besoin de tout cela pour avancer. Cette cérémonie d'ouverture des cours permet de récompenser et de célébrer les meilleurs résultats obtenus durant l'année académique passée en attribuant une série de prix offerts dans le cadre de notre faculté. Il récompense la réussite, la créativité et l'implication des étudiantes et étudiants distingués. Ces prix concernent les niveaux master et doctoral pour l'essentiel. Les prix seront remis par le toujours très souriant professeur Roberto Baranzini, vice-doyen à l'enseignement et aux affaires étudiantes. Pour le prix Genre et égalité femmes-hommes, attribué pour la première fois, il sera remis par la professeure Eva Green, vice-doyenne relève académique et égalité. Quant au prix d'excellence de la Fondation Sport, Sciences et Santé, il sera remis par le professeur Fabien Hall, membre du conseil de la Fondation. J'invite donc la professeure et le professeur à rejoindre l'emplacement qui verra la remise de ces prix avec un photographe qui veillera à photographier chacun des récipiendaires et chacune des récipiendaires. Et primé pour le prix Genre Égalité Femmes-Hommes, je l'ai dit, remis pour la première fois dans notre faculté, sur proposition de la commission d'examen, suivant le préavis de la vice-doyenne en charge de la relève académique et de l'égalité, Madame Anne-Claude Velosa-Betts, pour son mémoire Teaching Gender Equality in Sport, Dynamics of Change and Resistance of CrossFit Instructors. Pour l'excellence de son travail, sa grande originalité, sa finesse
et la richesse de l'analyse de données, pour sa contribution importante aux champs scientifiques genre et sport, et sa réflexion innovante sur la lutte contre les stéréotypes dans l'enseignement de la pratique sportive. Pour la suite, nous procéderons pour la distribution des prix selon les différentes filières, les 4 filières de la faculté. Nous commençons avec la filière des sciences sociales. Sont primés parmi les diplômés de la maîtrise universitaire en sciences sociales, sur proposition de la commission d'examen, M. Michael Poss, Elvanas ou Chaquitakla, récit ethnographique d'une communauté atomisée dans les Andes centrales du Pérou. Pour l'excellence de la recherche de terrain, pour la densité des inscriptions ethnographiques dans le cadre du projet et pour le développement des compétences du chercheur en tant qu'anthropologue réflexif. Madame Léa Stiefel, pour le CARE en infrastructure, les petites mains de la biobanque hospitalière, pour l'originalité d'une recherche qui interpelle la réflexion théorique, méthodologique et éthique du chercheur, servie par une écriture risquée, assumant la cohérence de la posture jusque dans sa restitution aux acteurs, autant d'éléments qui témoignent d'un très grand potentiel de chercheuse. Pour le doctorat en sciences sociales, sont primés sur proposition de leur directeur ou directrice et avec l'accord du jury de thèse. Pour l'excellence de leur travail de thèse, Madame Yi Tang Lin, pour son travail « Statistics as a World Language for Public Health, International Organization, Transnational Actors and Local Agencies in China, 1917 to 1950s ». Pour l'ampleur du travail, les fonds d'archives de 15 organisations sur 3 continents ont été exploités. Une problématique originale et fort bien argumentée, une interdisciplinarité maîtrisée, des analyses très fines, une périodisation originale et un angle d'approche, les acteurs et leurs pratiques, convaincants. En un mot, une thèse remarquable. Est appelé maintenant M. Kevin Toffel pour sa thèse intitulée « Position et prise de position dans la profession infirmière, la structuration d'un espace professionnel au prisme de la théorie des champs ». Pour l'ambition forte de la thèse, notamment pour son apport à la théorie des champs, pour la rigueur de l'analyse et la maîtrise des méthodologies mixtes, ainsi que pour sa contribution tout à fait remarquable à la connaissance de l'espace professionnel infirmier. Nous passons à la filière de psychologie. Sont primés parmi les diplômés de la maîtrise universitaire, sur proposition toujours de la commission d'examen, M. Xavier Bodoara, qui n'est pas là, mais nous faisons part, comme pour les autres, du titre du travail, Feedback 3, développement d'un programme d'entraînement des compétences de counseling pour des étudiants de bachelor en psychologie. Ce travail s'attelle à un sujet crucial pour l'enseignement universitaire, l'évaluation du développement de compétences professionnelles au-delà du simple contrôle de l'acquisition d'un savoir théorique.
Dans ce sens, l'auteur, absent je le rappelle, a non seulement contribué à l'élaboration d'un programme pédagogique ambitieux, mais de plus, il en a évalué les retombées avec une méthodologie rigoureuse sous vos applaudissements. Madame Saskia Deli Anthony est récompensée ici pour ses excellents résultats obtenus tout au long de son parcours de maîtrise. Madame Karen Deveau, pour son travail dans la peau d'un demandeur d'asile, un projet communautaire participatif, pour l'excellence de son mémoire finalisant une expérience extraordinaire de psychologie communautaire fondée sur l'interdisciplinarité et la participation active de personnes requérantes d'asile et qui, leur ayant offert une place dans la cité à l'occasion de la Nuit des musées, a œuvré au changement social, conciliant ainsi travail académique et citoyenneté. Monsieur Patrick Santilly est récompensé pour ses excellents résultats obtenus tout au long de son parcours de maîtrise. J'invite aussi Madame Marie Saudan pour son travail « Radicalisation islamiste et embrigadement au djihad », l'adolescence au prisme des processus d'idéalisation et de sublimation, pour l'excellence de son mémoire documenté et sensible sur la question actuelle de la radicalisation islamiste chez les adolescents, le travail de Marie Saudan apparaît comme nécessaire et novateur dans le champ clinique et courageux dans les articulations proposées entre enjeux individuels et collectifs. Madame Olivia Seoum est invitée pour ses excellents résultats obtenus tout au long de son parcours de maîtrise. Madame Noémie Vuillemier, pour son travail intitulé « Diabète de type 2 et vie professionnelle, un regard corporo-sociéto-psychologique sur l'expérience vécue ». Pour sa contribution importante en psychologie de la santé, accordant une attention particulière à l'expérience vécue et contextualisée dans ses dimensions corporelles, sociétales et psychologiques, pour la finesse dans la démarche d'analyse des données qualitatives permettant d'articuler théorie et terrain, pour la qualité d'une recherche originale et novatrice qui dépasse largement les critères attendus pour un travail de mémoire de master. Pour le doctorat en psychologie, sont primés sur proposition de leur directeur ou directrice avec l'accord du jury pour l'excellence de leur travail. Madame Tania Bellier-Teichmann, pour sa thèse intitulée « Évaluer les difficultés, les besoins et les ressources chez les patients souffrant de troubles psychiques, une approche centrée sur le rétablissement ». Pour la qualité de l'écriture, l'ampleur du travail accompli, ainsi que la polyvalence des méthodes adoptées pour développer et asseoir un outil clinique original qui a déjà reçu des échos très favorables et qui bénéficie d'ores et déjà d'une diffusion prometteuse dans les milieux francophones de la psychiatrie, voire au-delà.
Monsieur Jérémy Marot, qui s'est excusé, est récompensé pour son travail intitulé « Agir violent et temporalité psychique dans le processus adolescent, une approche psychodynamique par les méthodes projectives » pour sa thèse de qualité exceptionnelle, par l'originalité de son objet, la temporalité psychique dans le processus d'adolescence, la clinique rencontrée, les violences graves à l'adolescence, et la démarche théorico-méthodologique rigoureuse est ouverte à des horizons interdisciplinaires. Nous passons à la filière de sciences politiques et primé parmi les diplômés de la maîtrise universitaire en sciences politiques sur proposition de la commission d'examen. Monsieur Ludovic Iberg, pour son travail intitulé « Le pouvoir au sein du Vorort, structuration interne de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, 1911-1924 ». Pour l'excellence de son travail de mémoire, qui constitue une analyse fouillée, novatrice et rigoureuse sur l'un des moments clés, 1910-1924, dans le développement de l'organisation patronale la plus influente, aujourd'hui encore, de la Suisse. Doctorats en sciences politiques sont primés sur proposition de leur directeur ou de leur directrice de thèse avec l'accord du jury pour l'excellence de leur travail. Monsieur Steven Eichenberger, pour sa thèse intitulée « Interest Group Access to Policy Venues, The Rise of Citizen Group in Switzerland », pour la contribution majeure à l'analyse des transformations du rôle des groupes d'intérêt dans les processus de décision suisses, pour la richesse et l'ampleur de la récolte des données, pour la finesse et la nuance de l'analyse, et enfin, pour la qualité de la présentation des résultats. Madame Camille Masclet, qui n'a pas pu non plus être présente, pour sa thèse intitulée « Sociologie des féministes des années 1970, analyse localisée, incidence biographique et transmission familiale d'un engagement pour la cause des femmes en France ». Pour l'ampleur des matériaux recueillis, leur traitement rigoureux et les résultats produits, résultats remettant en cause un certain nombre de faits établis sur le féminisme des années 1970 et contribuant significativement à l'étude des conséquences biographiques de l'engagement politique. Monsieur Niels Moussu, pour sa thèse « Entre corporatisme et universalisme, les associations de firmes transnationales face au changement climatique », pour l'ambition et la pertinence du travail qui contribue de façon originale au champ d'étude de l'économie politique internationale sur les plans théoriques, empiriques et méthodologiques, pour la très grande maîtrise de la littérature, la capacité de la discuter et de se l'approprier, pour la très grande qualité de l'écriture. Monsieur Thierry Rossier est invité aussi à rejoindre le podium pour sa thèse intitulée « Affirmation et transformation des sciences économiques en Suisse au XXe siècle », pour l'ampleur et la richesse de son analyse empirique, ainsi que la maîtrise d'outils méthodologiques sophistiqués permettant de rendre compte de manière systématique et approfondie de l'essor et des transformations des sciences économiques en Suisse au cours du XXe siècle. Madame Johanna Maria Schnabel, qui est absente, qui est en postdoc en Grande-Bretagne à la University of Kent, est récompensée pour sa thèse intitulée « Intergovernmental Council as a Federal Safeguard »,
pour son utilisation appropriée et rigoureuse d'une méthodologie mixte, pour sa contribution théorique importante à la littérature sur le fédéralisme, pour l'excellence de son texte précis et rigoureux, et pour avoir effectué 8 études de cas très détaillées et fouillées. Nous terminons avec les sciences du sport. Nous sommes dans leur mur, je vous le rappelle. Sont primés parmi les diplômés de la maîtrise universitaire sur proposition de la commission d'examen M. Patrick Albertoni, qui est absent, pour son travail « Évaluation de la fatigue engendrée par une privation partielle de sommeil selon la variabilité de la fréquence cardiaque ». Pour l'excellence de son travail de mémoire « Orientation, activité physique adaptée et santé », pour un travail expérimental énorme, une excellente maîtrise des concepts et une analyse approfondie, un travail d'organisation et de présentation des résultats accomplis, et enfin pour l'apport à la connaissance, ce travail étant en cours de publication. Madame Manon Catani, pour son travail « Quelque chose à prouver », être une femme enseignante d'éducation physique au secondaire à Genève entre 1970 et aujourd'hui, pour sa contribution significative à la socio-histoire de l'éducation physique en Suisse, pour un travail fin d'analyse des récits de vie de nombreuses enseignantes du canton de Genève et pour une rédaction de très grande qualité confirmée par une publication à venir et qui ouvre des perspectives pour des recherches novatrices. Nous invitons maintenant Madame Nadia Claire pour son travail « Une classe d'éducation physique et sportive dans la socialisation de jeunes migrants en transition, interaction de groupe et itinéraires individuels, excellent travail de recherche et de réflexion pédagogique, données empiriques remarquables, méthodologie originale qui répond parfaitement au questionnement initial. » Madame Claire s'était excusée. Monsieur Gilles Maillancourt, pour son travail « Cyclotourisme et cyclotouriste en Suisse romande 1896-1914, pratique littéraire et pratique corporelle dans la revue du Touring Club suisse ». Pour l'excellence de son travail de mémoire orientation enseignement, avec brio et talent, Gilles Maillancourt étudie l'irruption de modernité que constitue le tourisme à bicyclette en Suisse romande de 1896 à 1914. Il parvient à entrecroiser sociologie des pratiquants, analyse littéraire et genrée du récit de voyage, histoire des usages technologiques et des sensibilités. Madame Camille Santus est invitée pour ses excellents résultats obtenus tout au long de son parcours de maîtrise dans l'orientation, entraînement et performance. Doctorat en sciences du sport et primé sur proposition de son directeur et avec l'accord du jury pour l'excellence de son travail, Madame Nadège Rocha, analyse inactive de l'activité en trail et ultra-trail, une approche multi-sourcing pour l'excellence de sa thèse ancrée dans une épistémologie novatrice et utilisant une approche multisource. La thèse examine avec rigueur et pertinence la psychologie des coureurs de trail et d'ultra-trail. Le jury international a souligné la remarquable qualité théorique, méthodologique et les avancées produites pour les sciences du sport.
nous terminons avec un dernier prix attribué exceptionnellement cette année à notre faculté sur proposition de la Fondation Sport, Sciences et Santé pour le prix d'excellence 2018, remis cette année dans notre faculté par Fabien Hall au double titre de membre du conseil de cette fondation et de professeur dans notre faculté, à M. Frédéric Stucky pour son travail « The Effect of Lower Body Positive Pressure on the Cardiorespiratory Response at Rest and During Submaximal Running Exercise » pour l'excellence de sa recherche portant sur le sport. Merci beaucoup de votre soutien et de vos applaudissements. Nous en arrivons au menu principal de la soirée, qui est la leçon. Après les bonnes nouvelles de la faculté, la joie non dissimulée des lauréates et des lauréats, le temps est venu d'entendre notre oratrice que vous attendez toutes et tous avec beaucoup d'impatience et probablement aussi de curiosité. Cette année, je l'ai dit, nous avons sollicité la professeure Joëlle Darwish pour donner cette leçon d'ouverture des cours. Depuis 2015, j'ai souhaité, comme doyen, que des collègues femmes assurent à chaque fois cette conférence. Il ne s'agit pas d'une punition infligée aux collègues féminines. C'est au contraire une manière d'afficher leur haute compétence scientifique et de montrer l'impact de leurs travaux. J'imagine que notre future doyenne pourra aussi redonner la parole à des collègues hommes sans que cela ne soit considéré comme attentatoire à des droits acquis. Permettez-moi, mesdames et messieurs, tout en invitant les personnes qui nous rejoignent à l'instant pour leur dire qu'il y a de la place encore devant, permettez-moi de vous dire quelques mots du magnifique parcours de la professeure Darwish. La professeure Joëlle Darwish a rejoint la faculté en août 2013 comme professeure assistante en pré-titularisation conditionnelle et elle a été titularisée comme professeure associée à l'été 2017. Avant l'Université de Lausanne, Joëlle Darwish avait déjà développé une expérience professionnelle très riche dans le domaine des études sur la famille et des thérapies de couple au département de psychiatrie du CHUV. Avec sa double compétence, elle se définit elle-même comme une chercheuse clinicienne. Dès son arrivée dans notre faculté, Mme Darwish a tout de suite développé une intense activité en décrochant très vite des fonds de recherche au FNS, en créant avec ses collègues et dirigeants le FADO, le Centre de recherche sur la famille, à l'Institut de psychologie, et en mettant sur pied un Master Advanced Studies en psychothérapie d'orientation systémique, conduisant avec maestria la procédure d'accréditation de cette formation postgrade par l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP. Ces travaux l'amènent donc à analyser le couple dans sa dimension à la fois conjugale et coparentale, dans une perspective systémique dont ses nombreuses publications rendent compte au niveau international. Ce qui intéresse Joëlle Darwish, c'est la dynamique des individus en interaction. Elle montre que le lien conjugal a un impact sur le développement de l'enfant et que, en cas de troubles relationnels au sein de la famille, les thérapeutes peuvent intervenir sur ce double lien conjugal et coparental. Dans ce sens, le titre de sa leçon est évidemment puissamment évocateur. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'assister à ces scènes de la vie conjugale et coparentale. Je pressens, mesdames et messieurs, qu'elles vont nous interpeller au plus profond de nous-mêmes et de notre intimité. Si vous me permettez un dernier mot peut-être plus personnel sur Joëlle Darwish.
J'aimerais ajouter que je la vois en action depuis son arrivée en 2013 dans la faculté. J'ai tout de suite été déconcerté par sa facilité et même sa souriante et parfois joyeuse décontraction, alors même qu'elle est extrêmement organisée et active dans son métier. Je peux vous dire qu'être professeur assistante en pré-titularisation conditionnelle n'est pas une mince affaire. C'est une mobilisation de tous les instants, une sorte d'ascèse. Or, Joël Darwish, imaginez-vous, a traversé cette période avec une modestie, une confiance, une joie de vivre et une zénitude qui m'épate. Ce n'est pas si habituel dans le monde académique parfois, comment dire, un peu égotique, si vous me pardonnez l'expression. Je comprends ainsi mieux ce qu'on m'a dit être sa passion, celle pour le art latte, qui demande aussi beaucoup de précision et de sérénité. Je m'arrête là pour ne pas attenter à sa modestie. J'ai donc le très grand plaisir de lui céder la parole sans plus attendre, en la remerciant vivement d'avoir accepté notre invitation. Sorry. Monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, chers collègues et invités, chères étudiantes et étudiants, j'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement le décanat pour cette invitation à donner une conférence à l'occasion de l'ouverture des cours. Et vous dire que je suis heureuse de partager avec vous quelques questions au sujet d'une réalité qui ne vous est pas tout à fait étrangère, celle des relations de couple. Donc, mon intervention s'intitule « Scènes de la vie conjugale et coparentale ». Alors, il faut que ça marche. En référence au film d'Igmar Bergman intitulé « Scènes de la vie conjugale ». Ce film, qui est sorti au début des années 70, met en scène le couple de Marianne et Johan, mariés depuis 10 ans. Un couple que son entourage jalouse, car il représente un idéal de romantisme et de réussite sociale, jusqu'au jour où Johan annonce brusquement qu'il part avec une autre femme. Le titre de ma leçon est « Scènes de la vie conjugale et coparentale », car je vais parler en particulier des couples de parents, comme c'est le cas de Marianne et Johan, qui sont parents de 2 filles. Un couple de parents, c'est cette association plus ou moins étonnante de 2 individus qui lient leur existence en tant que partenaires et qui sont unis par un lien conjugal, qui renvoie entre autres aux dimensions d'affection, d'intimité, à la sexualité ou encore à la satisfaction conjugale des partenaires, mais 2 individus qui sont aussi par ailleurs parents d'un ou de plusieurs enfants. Et donc également unis par un lien coparental qui rend compte du fait qu'ils partagent la responsabilité d'éduquer et celle de prendre soin des enfants. Alors j'aimerais aborder avec vous ce soir le fait que la distinction entre ces 2 relations, conjugale et coparentale, est le reflet des mutations sociales liées au couple et à la famille de ces dernières décennies, et montrer que cette distinction nous donne une perspective intéressante pour comprendre les dynamiques relationnelles en jeu au sein du couple. Car la question que nous nous posons maintenant, quand on est un couple de parents, ou lorsque l'on voit fonctionner le couple de ses parents, ou d'autres couples autour de nous, est la suivante. Est-ce qu'il y a une influence de l'une de ces 2 relations sur l'autre? Est-ce que, si l'on a des problèmes de couple, cela nous rend plus distants dans la relation comme parents? Ou est-ce que, si on s'entend bien comme parents, cela peut être de bon augure pour l'entente conjugale? Ces questions m'amèneront, en fin de présentation, à m'arrêter sur une recherche que nous conduisons actuellement et qui pose la question de l'intérêt d'un travail articulé sur ces relations conjugales et coparentales avec les couples de parents en thérapie. Marianne et Johan ont 2 filles, mais il est intéressant d'observer que dans le film de Bergman, le spectateur a essentiellement accès au couple conjugal, à l'exception de cette seule scène, et c'est d'ailleurs la toute première du film, où on les voit avec une journaliste d'un magazine féminin qui prend une photo de leur famille. Voilà.
Där sitter den. Ja. Då är vi inte klara då kan hända. Jo, jag skulle sortera. Det är bra så. Men flickorna är vi i alla fall färdiga. Vad duktiga ni har varit, hörni. Tack ska ni ha. Hej då. Duktiga var ni. Ja. Hej, hej. Par la suite, les filles n'apparaîtront plus sur l'image. Depuis ce film, c'est-à-dire depuis les années 70, les statistiques européennes au sujet des couples indiquent, comme vous le savez, que l'on se marie moins et que l'on divorce plus. En Suisse, un peu plus de 40% des mariages aboutissent à un divorce. La chute des divorces en 2000, que vous voyez sur le graphique, n'est pas liée à quelque effet magique de cette année-là, mais au nouveau droit sur le divorce qui a demandé un temps d'adaptation des procédures. Et oui. Sur ce nombre, 45,3% des divorces en 2017 concernaient des parents d'enfants mineurs. Et si l'on prend en compte les séparations des couples dont les enfants sont nés hors mariage, plus d'enfants encore sont concernés. Cette réalité sociale a conduit à prendre différentes mesures. L'une d'entre elles a été l'inclusion de l'article 171 dans le Code civil suisse, mis en vigueur sur le plan fédéral en 1986, qui prévoit que chaque canton veille à ce que les conjoints puissent, dans leurs difficultés de leur vie d'époux, s'adresser ensemble ou séparément à des offices de consultation conjugale et familiale, et il en existe un certain nombre, par exemple en Suisse romande. Une autre conséquence de l'augmentation des divorces a été le foisonnement de recherches qui ont tenté de comprendre ce qui fragilisait les couples et qui ont évalué les répercussions du divorce. Les données empiriques révèlent, on le sait, que le coût du conflit conjugal et du divorce est globalement élevé pour les conjoints eux-mêmes, avec des atteintes de leur santé physique et psychique, en particulier une solitude sociale et émotionnelle, ainsi qu'une fragilisation économique. Et le divorce a aussi, notamment du fait des conflits qui peuvent survenir entre les parents, un impact sur l'ajustement scolaire et émotionnel des enfants. Mais dans ce champ, rien ne sert d'être caricatural non plus. Beaucoup de divorces sont liés non pas seulement à des litiges entre les parents, mais à des conditions de vie, de maladie et de danger qui font que la séparation peut être la seule issue possible. Avec la fréquence du divorce ou du démariage, terme évoqué par la sociologue Irène Théry, se dégage petit à petit, puis s'impose une nouvelle image, une nouvelle réalité. Ce n'est pas le couple marié qui est le socle de la vie familiale, mais l'enfant. L'enfant est le lien entre ses parents puisque dans une famille sur deux, le lien conjugal ne résiste pas. Le lien conjugal, recentré sur la relation affective et l'intimité, peut se dissoudre, tandis que le lien coparental, celui qui unit les partenaires en tant que parents, résiste quant à lui à la séparation et au divorce. L'enfant est au centre de la famille et ses parents réussiront, avec plus ou moins de succès, à se coordonner, à faire équipe pour son bien, malgré l'éloignement et les blessures conjugales. Et c'est intéressant, je trouve, de voir que dans cette perspective, le lien coparental vient incarner le principe de permanence et d'indissolubilité qui caractérisait autrefois le mariage. Récemment, en effet, le Code civil suisse a été modifié pour inscrire le principe de coparentalité dans la loi sur le divorce. Dans ce contexte, il est synonyme d'autorité parentale conjointe et selon ce principe, les parents s'accordent et se consultent dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Cette évolution juridique est en lien d'une part avec l'évolution des droits de l'enfant. Le principe de coparentalité défend en effet l'idée qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents, que le couple parental soit uni ou désuni. Donc le modèle a changé, il n'est plus celui de la garde exclusive donnée par défaut à l'un des parents seulement, la mère le plus souvent, avec un droit de visite pour l'autre parent. Par ailleurs, cette évolution juridique est associée à une volonté peut-être peu réaliste dans certaines situations d'égalisation des positions parentales en lien avec la question plus globale de l'égalité homme-femme dans nos sociétés. Ainsi, de Bergman et des années 70, je passe à un autre modèle du couple parental contemporain qui est magnifiquement représenté dans le film de Joachim Lafosse et dont vous avez une image sur le carton d'invitation. Ce film, intitulé « L'économie du couple », est sorti en 2016. Et ici, au contraire du film de Bergman, les deux filles du couple, des jumelles âgées de 8 ans, sont très présentes, soit physiquement, comme témoins directs des tensions entre leurs parents, soit de manière indirecte dans les échanges entre leurs parents qui se disputent à leur sujet.
Dans ce film, la relation conjugale entre Marie et Boris tend inexorablement vers sa fin, mais en filigrane, on comprend que leur attachement et leur amour pour leur fille représentera peut-être une motivation suffisante pour leur permettre d'aller de l'avant, de coopérer et se soutenir réciproquement dans la tâche de prendre soin de leur fille au-delà de la rupture conjugale. Mais avant de poursuivre sur la question de la coparentalité, j'aimerais préciser que si les couples de parents sont l'objet de ma présentation, je n'oublie pas qu'il existe des couples sans enfants, par choix ou non, des familles homoparentales, monoparentales ou d'autres associations qui caractérisent la diversité des formes familiales de notre temps. Alors, le sujet principal de ma présentation aujourd'hui concerne le couple formé d'un homme et d'une femme, mariés ou non, recomposés ou non, parents d'un ou de plusieurs enfants. Et j'ai pris l'option de consacrer la conférence de ce soir à cette configuration familiale, mais il faut savoir que les recherches s'intéressent aussi aux liens conjugaux et coparentaux au sein des familles homoparentales, par exemple, et montrent la spécificité de la coparentalité dans ces constellations. De manière intuitive, on comprend que la coparentalité renvoie au fait d'être parent avec l'autre. Mais quelles en sont les définitions? Comment étudie-t-on la coparentalité et quels sont ses liens avec la conjugalité? On trouve aujourd'hui le terme de coparentalité dans plusieurs contextes, juridiques comme on l'a vu, où il se réfère au principe d'autorité parentale conjointe, mais aussi dans le champ du couple et de la famille, de la psychologie du couple et de la famille, où ce terme est utilisé pour évoquer l'expérience de la coparentalité. Et dans ce sens, la coparentalité désigne une fonction relationnelle et psychologique spécifique de la relation entre les adultes en charge d'un enfant, qui va avoir un impact sur l'identité du couple, qui ne se définit plus seulement en termes de nous en tant que partenaires amoureux, mais aussi en termes de nous en tant que responsables d'un enfant. Le terme coparentalité est aussi de plus en plus utilisé dans le langage commun. On le retrouve un peu partout, mais parfois dans une vision quelque peu irréaliste et qui peut s'avérer culpabilisante. Comme si aujourd'hui, il fallait devenir un bon parent, devenir un bon coparent, et qu'est-ce qui nous attend encore? Souvent, le terme de coparentalité est confondu avec la notion d'égalité stricte dans les tâches, par exemple, alors que la coparentalité renvoie plutôt à la collaboration et au soutien entre les partenaires. Pour autant que cela soit le choix des parents, il est tout à fait possible, par exemple, qu'ils s'accordent sur le fait que l'un s'occupe du foyer et l'autre travaille à l'extérieur. La coparentalité ne renvoie pas non plus à la notion d'un accord complet entre les parents, qui est parfois un idéal chez les jeunes parents. Elle renvoie plutôt à la capacité à négocier les différences et les désaccords et à faire coexister des principes et des valeurs inévitablement différents à propos de l'éducation. À l'origine, c'est Salvador Minuchin, un psychiatre argentin qui a eu un rôle clé dans le développement des thérapies familiales d'orientation systémique, qui a utilisé le terme sous-système parental exécutif pour définir cette fonction des parents de se coordonner pour les soins et l'éducation de leurs enfants. Alors, c'est une définition qui a évolué et les dimensions qui la composent ont pu être précisées par un nombre élevé de recherches sur la coparentalité durant ces 20 dernières années. Le lien coparental est ainsi défini comme le soutien que la mère et le père s'apportent mutuellement dans leur rôle de parents. Ce soutien peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un soutien instrumental qui concerne les tâches concrètes, par exemple en lien avec les soins donnés aux enfants, ou d'un soutien émotionnel qui concerne l'affection entre les parents et la reconnaissance qu'ils se manifestent mutuellement dans leurs rôles parentaux. C'est le parent qui dit à l'autre, par exemple, suite à une crise avec un des enfants, « Chapeau, c'était pas gagné, j'ai admiré comme tu t'en es sorti ». En négatif, cela va concerner les tensions, la disqualification d'un parent par l'autre ou la triangulation de l'enfant, lorsque, par exemple, le parent attend de l'enfant, de manière explicite ou implicite, qu'il soit son allié et qu'il prenne parti pour son propre point de vue plutôt que pour celui de l'autre parent. Et là, par exemple, c'est le cas d'un père qui dit à son fils « Ne dis surtout pas à maman que tu as oublié ton téléphone, elle va encore s'énerver et réagir de manière disproportionnée ». Ce domaine coparental n'est pas superposable au domaine conjugal. Il s'agit d'un domaine relationnel spécifique. Le lien conjugal est strictement dyadique. Il inclut des dimensions, comme on l'a vu, liées par exemple à l'attachement et à l'intimité entre les partenaires.
Le lien coparental est par contre triadique au moins, puisqu'il implique l'enfant ou les enfants du couple, même si ce n'est pas en leur présence. On parle à propos des enfants. La recherche montre d'ailleurs que la relation coparentale a des qualités propres non entièrement prévisibles à partir de la relation conjugale. Ainsi, la détresse coparentale va avoir un impact spécifique sur l'ajustement des enfants, indépendamment de ce qui peut se passer dans la relation conjugale. La relation conjugale égale, si on veut, il y a un impact spécifique de la détresse coparentale sur les enfants. Donc, par exemple, le fait que le couple soit en conflit récurrent et hostile autour de questions liées à la jalousie et aux relations avec les amis va affecter les enfants, bien sûr, mais de manière moins importante, moins pointue que s'il y a présence d'un conflit coparental, par exemple si la mère reproche constamment au père son manque d'engagement auprès des enfants. Quand on étudie les dynamiques relationnelles des couples et des familles, il est important de prendre en compte les effets de propagation d'une relation sur l'autre. Imaginez cette scène d'une famille à table. Les parents sont quelque peu, disons, affligés du fait que leur garçon, sur la gauche, refuse de manger le plat préparé. Imaginons que la mère vient de lancer un regard courroucé au père parce qu'il force leur garçon à manger alors qu'elle est profondément opposée à ce type d'attitude éducative et que c'est un point récurrent et sensible entre eux. L'irritation qu'elle ressent dans la relation coparentale peut la rendre moins sereine et moins affectueuse avec son enfant, ce qui rajoute à la tension qu'elle vit déjà avec son enfant parce qu'il refuse de manger. C'est cela que l'on nomme effet de débordement, c'est-à-dire que ce qui se passe pour elle dans une relation, la relation coparentale, l'affecte dans une autre de ses relations, la relation avec son enfant, la relation mère-enfant. Mais il se peut aussi que l'irritation ressentie par la mère dans la relation coparentale affecte l'autre parent dans l'une de ces relations. Le père, par exemple, peut devenir plus impatient avec son enfant. Et c'est cela que l'on nomme effet de croisement, c'est-à-dire que ce que l'un des parents ressent peut impacter l'autre parent dans une de ces relations. Alors, ces dynamiques peuvent affecter le bien-être des enfants de diverses façons. Dans le film de Bergman, Les filles, je vous ai préparé des tartines à la cuisine, on passe à côté de quelque chose de fondamental pour la compréhension de ce qui se passe dans la famille, puisque l'on ne connaît pas les répercussions du conflit conjugal sur le lien coparental ou encore sur le lien des parents avec leurs enfants et sur le bien-être des enfants. On peut faire des hypothèses sur ce que les filles ressentent, peuvent vivre face à leurs parents, mais cela n'est pas observé. Alors bon, ce n'était pas forcément, bien sûr, le but de Bergman dans ce film, mais cela permet de relever que quand on étudie un couple, tous ces effets sont pertinents à prendre en compte. Et par chance, aujourd'hui, nous avons à disposition des méthodes statistiques comme les modèles d'acteurs et de partenaires qui permettent d'étudier de manière fine ces effets de débordement et de croisement, comme ils peuvent se manifester dans une scène de couple ou de famille. À quel moment peut-on étudier les premières manifestations du lien coparental ? Déjà pendant la période prénatale, la dynamique relationnelle coparentale s'intègre à la dynamique conjugale préexistante. En clinique, les thérapeutes reviennent volontiers à cette étape de formation du lien coparental qui est informative parce que certains couples sont devenus parents avant d'être un couple conjugal ou d'autres développent en parallèle leurs relations conjugales et coparentales comme dans certaines familles recomposées. Dans nos recherches, nous avons trouvé fascinant de découvrir que pendant la grossesse, on peut mettre en évidence des comportements coparentaux prénataux intuitifs. Lorsque l'on demande à de futurs parents, au 5e mois de grossesse, de jouer ensemble avec une poupée, oui, c'est quelque chose qu'on a fait et qui marche, on peut observer ces comportements coparentaux. On voit qu'ils se coordonnent de manière subtile, que leurs gestuels, leurs sourires sont synchrones et que leurs échanges sont chaleureux. Mais chez un certain nombre de couples, on voit aussi que ces comportements intuitifs sont présents, mais associés à une désorganisation de l'interaction ou au désengagement de l'interaction de l'un ou des deux parents. Ces observations font penser au parentage intuitif que deux chercheurs allemands connus dans le champ développemental, les Papoušek, ont décrit et qui indiquent que l'on a comme adulte le bagage à disposition pour s'ajuster intuitivement à un enfant. Par exemple, exagérer ses expressions faciales, les varier, changer le ton de sa voix. D'ailleurs, cette capacité existe déjà chez le jeune enfant.
comme vous avez sûrement dû déjà l'observer. Quand le jeune enfant joue à la poupée, il utilise le baby talk, il tient la poupée à la bonne distance d'interaction. Bon, parfois, avec certaines exceptions, quand on voit la poupée voler au travers de la pièce, mais bon. Donc, de la même manière qu'il existe un parentage intuitif, il semble qu'il existe aussi une coparentalité intuitive entre deux futurs parents en interaction pendant la grossesse. Grâce à des suivis longitudinaux d'une quarantaine de familles, il a été montré que la qualité de cette coparentalité intuitive était fortement liée aux comportements coparentaux des parents qui interagissaient ensuite avec leur bébé, et ce jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Il y a donc un intérêt préventif à s'occuper de ces dynamiques déjà avant la naissance de l'enfant, lorsque les compétences intuitives ne suffisent pas pour développer un lien coparental suffisamment bon. La coparentalité est un processus dynamique qui, depuis cette période périnatale, va se déployer au cours des années de vie familiale. Alors, le plus grand nombre de recherches a été réalisé sur cette période de la transition à la parentalité, mais on a de plus en plus à disposition des données sur la coparentalité chez les familles avec de jeunes enfants et des adolescents. Et les données montrent l'influence sur le développement des enfants et des adolescents du conflit et de la triangulation d'une part, et du soutien et de la coopération d'autre part. Prenons maintenant un extrait de L'économie du couple, où l'on voit Marie et Boris se disputer autour d'une histoire d'achat des baskets pour l'une des filles. Alors, je vous laisse regarder cet extrait et je vous suggère de prendre en particulier le point de vue des enfants qui assistent à cet échange. Assieds-toi comme il faut. Regarde. Oh, ça sort d'où ça? On les a achetés Quand ça? avec maman ce matin. Tu te fous de moi ou quoi? C'est moi qui devais acheter les chaussures. C'est demain son match de foot. Ça fait 2 semaines que tu lui promets. Promesse, une promesse entre elle et moi. C'est moi qui devais les acheter, pas toi. Et bah tu les achèteras la prochaine fois. En fait, ça t'excite de m'humilier. Tu sais quoi? Quand tu te sers des filles contre moi, c'est le pire que tu puisses me faire. Tu le sais, ça. Un jour, elles seront grandes, elles s'en rendront compte, elles te le font payer. Elles te le font payer très cher. C'est demain le match de foot. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Elles aussi, elles se souviendront de toutes les promesses que t'as pas tenues. Je les tiens, mes promesses. Tu sais très bien que je les tiens. J'ai oublié de te dire, Antoine m'a proposé l'autre jour de m'aider pour les travaux de ma mère. Je crois que je vais accepter. Par contre, c'est hors de question que ce soit toi qui fasses les travaux. Tu te tires une balle dans le pied, là. Hein. Tu vas payer 2 fois plus cher avec un autre entrepreneur. Pas ton problème. C'est pas ton argent. Ni le tien. Je comprends pas, là. Tu veux que je gagne ma vie et tu m'empêches de travailler. Moi, je t'empêche de travailler? Oui, tu m'empêches de travailler. Si tu me laissais chanter, j'aurais de l'argent. Je pourrais louer un appartement et on sortirait de toute cette merde. C'est quoi ta logique? Je comprends pas. Explique-moi. C'est simple, j'arrête, c'est fini. Je ne paye plus rien pour toi, je ne te donne plus rien. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. La moitié. Un tiers. La moitié. Je veux la moitié. C'est toi qui lâches pas. Tu lâches pas parce que tu veux pas que je parte, en fait. Tu veux pas qu'on se sépare. C'est ça? À dimanche. Tu vas d'accord. où? Bah, je vais voir Lucie. Vous savez, je vous l'avais dit. Maman, j'ai pas envie que tu partes. Alors, cette scène de la vie conjugale et coparentale est bouleversante parce qu'on se rend compte à quel point les parents ne s'aperçoivent pas du tout de ce qui se passe pour leur fille. Et c'est justement ce phénomène qui a été étudié. Est-ce que les enfants sont affectés par les conflits et comment? Le conflit existe dans toutes les familles, de même que le soutien et la coopération, mais dans des dosages très divers, de même que dans l'ampleur de leurs répercussions. Quelles sont les dynamiques explicatives de l'impact du conflit conjugal ou coparental sur l'ajustement émotionnel des enfants? La notion que le conflit entre les parents est délétère pour les enfants n'est pas nouvelle. Le conflit coparental, en particulier, est reconnu comme plus toxique que le conflit conjugal parce qu'il implique l'enfant. Cependant, en tant que tel, le conflit n'est pas un bon prédicteur des difficultés familiales. Ce que certains auteurs ont montré, c'est qu'il est nécessaire de distinguer les conflits destructeurs des conflits constructifs. Ainsi, à une extrémité de la forme des conflits, on a les conflits associés à beaucoup d'hostilité entre les parents, qui sont accompagnés d'insultes, voire de menaces de violence ou de violence, mais aussi les conflits silencieux, ceux que les enfants ressentent dans les tensions non verbales, ou encore ceux pour lesquels l'un ou les deux parents manifestent de l'évitement et se retirent de l'interaction, par exemple en abordant un autre sujet ou en faisant comme si de rien n'était. Et à l'autre extrême, on a les conflits constructifs, ceux où, malgré les échanges de points de vue dans une atmosphère quelque peu animée et parfois tendue, les parents arrivent à réguler leurs émotions, à aller dans le sens d'une négociation et d'une résolution. Ces conflits-là peuvent même rassurer les enfants, et il a été démontré que cela favorisait ensuite la gestion des conflits qu'ils avaient eux-mêmes avec leurs camarades.
Dans l'extrait du film, et de manière générale, la question fondamentale est la prise en compte du point de vue de l'enfant. Car en fin de compte, quelle que soit la vision du parent, c'est le point de vue de l'enfant qui va donner le plus d'informations. Les enfants réagissent non pas au conflit, mais à la signification émotionnelle du conflit pour eux. Dans l'extrait, quelle signification le conflit peut-il avoir pour les filles? Est-ce que ce conflit représente, comme l'a théorisé un auteur comme Cummings, une menace pour leur sécurité affective personnelle? L'enfant peut être affecté par le conflit de manière directe, comme dans l'extrait, ou indirecte par les phénomènes de débordement, de spillover, lorsque le conflit réduit ensuite la disponibilité affective du parent à l'enfant. Donc ce n'est pas tant le conflit qui est problématique parfois pour l'enfant que le fait que son parent ensuite est moins disponible ou moins affectueux avec lui. L'enfant, à son tour, et selon sa personnalité et son tempérament, peut manifester lui-même de l'irritation, de la colère ou s'interposer pour réduire les tensions. Il a un rôle actif dans ces dynamiques. Selon ce qu'il perçoit de ce qui arrive, il peut devenir inquiet et, comme sur la première image, sentir qu'il doit protéger l'un des parents vis-à-vis de l'autre, pris dans une dynamique de triangulation. Ou au contraire, comme sur l'autre image, s'imaginer que tout va tellement bien dans sa famille, ce qui peut aussi avoir un effet sur la dynamique familiale. Mais si la recherche a donné énormément d'importance à la question du conflit au sein des couples, le conflit n'est qu'un chaînon parmi les nombreuses variables qui font qu'une union est source d'épanouissement ou de désespoir. Si l'on s'en tient aux dynamiques relationnelles, parce que je mets ici de côté tous les autres facteurs d'influence, comme la niche écologique dans laquelle un couple se situe, ses liens sociaux, son insertion professionnelle et socio-économique, donc si on s'en tient aux dynamiques relationnelles, beaucoup va dépendre aussi du soutien et de la coopération au sein du couple. Ainsi, un couple en difficulté relationnelle peut l'être d'un trop-plein de conflits toxiques pour leur union ou d'un manque de manifestation de soutien et de coopération coparentale ou d'affection et de respect dans la relation conjugale. C'est par un manque de scènes conjugales et coparentales bienfaisantes qu'un couple peut se distancer plutôt que par trop de scènes négatives. Et c'est alors qu'un certain nombre de couples vont décider de chercher de l'aide, et c'est ce sujet que j'aimerais aborder avec vous maintenant. En particulier, j'aimerais montrer que la prise en compte du lien coparental, lorsqu'on travaille avec des couples en consultation conjugale, peut être un puissant levier thérapeutique. Si on est un couple de parents et que l'on cherche de l'aide, on peut se tourner vers une thérapie familiale, mais alors c'est un travail en général avec toute la famille et sur différentes relations, dont la relation coparentale. Ou alors il existe des programmes coparentaux psychoéducatifs, mais qui s'adressent à des populations spécifiques, comme les parents divorcés, les jeunes parents lors de la transition à la parentalité, ou les parents dans des situations socio-économiques précaires. Dans le champ de la thérapie de couple, par contre, l'intervention sur la coparentalité n'est ni théorisée ni mesurée comme effet du traitement ou que très rarement. Et c'est le pas que nous avons fait dans nos travaux sur la thérapie de couple, intégrer les connaissances sur la coparentalité du champ développemental au domaine de la thérapie de couple. La coparentalité nous apparaît en effet une dimension inévitable de la thérapie des couples conjugaux, dans la mesure évidemment où les partenaires sont aussi des parents. Nous avons ainsi, dans une collaboration entre cliniciens et chercheurs, développé une intervention thérapeutique destinée aux couples de parents, que l'on a appelée intervention systémique brève intégrative, intégrative parce qu'elle propose un travail intégré, articulé sur les deux relations conjugales et coparentales. Et nous avons démarré une évaluation de l'effet de cette intervention sur plusieurs variables de niveau familial. Cette étude contrôlée randomisée qui est en cours vise le recrutement de couples de parents en thérapie, lesquels, après tirage au sort, suivent soit cette intervention spécifique, l'intervention systémique brève intégrative, soit une thérapie de couple classique sous forme de thérapie systémique brève, telle qu'on peut l'obtenir en Suisse romande lorsque l'on consulte en couple. La principale différence entre ces deux modèles est que dans le modèle testé, on a ce travail systématique sur les relations conjugales et coparentales. La recherche se réalise dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs centres de recherche avec plusieurs centres en Suisse romande, à Neuchâtel, Lausanne et Genève, et 27 thérapeutes participent actuellement à ce projet. Dans l'intervention systémique brève, une thérapie qui se déroule en 6 séances sur environ 6 mois, avec la possibilité de poursuivre le traitement lorsque c'est indiqué,
L'hypothèse clinique, en lien avec ce que j'ai présenté jusqu'ici, est d'utiliser le travail sur le lien coparental comme un levier thérapeutique. Des partenaires qui se déchirent, par exemple parce qu'ils se sont sentis trompés par l'autre ou plus suffisamment aimés ou respectés, peuvent se sentir davantage motivés à travailler ensemble sur le lien coparental parce qu'ils sont poussés à le faire pour le bien de leurs enfants plutôt que d'affronter de front leur souffrance conjugale. Bien sûr, comme il s'agit d'une thérapie de couple, les couples viennent par exemple pour des difficultés liées à leur sexualité, ce travail sur le lien coparental se fait de manière intégrée avec le travail sur le lien conjugal et sur la demande conjugale qui amène le couple en thérapie. Les principes thérapeutiques généraux sont ainsi d'engager dans la thérapie le couple en tant que partenaire et en tant que parent, et ça dès le premier instant, de favoriser la conscience des répercussions du conflit conjugal et ou coparental sur les enfants et de travailler sur les dynamiques d'influence d'une relation sur l'autre, par exemple tirer profit d'une meilleure entente coparentale pour affronter les problématiques conjugales. Et à l'inverse, si les difficultés qui amènent le couple en thérapie sont d'ordre coparental, le levier peut dans ces cas-là être conjugal. Alors c'est une proposition qui comporte des limites, bien sûr, et c'est tout l'art de la thérapie, je dirais, et des thérapeutes d'essayer de composer avec ces risques. Par exemple, lorsque les partenaires deviennent plus conscients des répercussions de leurs conflits sur leurs enfants et que cela augmente leur culpabilité, ou qu'ils sont déjà tellement pris par leur rôle de parents, par exemple depuis la naissance des enfants, qu'ils ont le sentiment que d'en parler encore ne les aide pas. Une autre limite concerne aussi les situations où la qualité du lien entre le parent et son enfant est tellement fragile ou préjudiciable qu'il n'y a pas de travail possible avec les deux parents sur la coparentalité. Je pense par exemple à un parent qui maltraite son enfant, un parent dépourvu de la capacité de prendre soin de son enfant. Cela devient très difficile de réaliser ce nous en tant que responsable d'un enfant. Un filet de sécurité de base est ainsi un préalable pour ce travail. Pour évaluer ce traitement, nous recrutons une centaine de couples ayant un ou plusieurs enfants et dont le cadet a entre 0 et 16 ans. Alors, la recherche a été proposée jusqu'ici à 351 couples et 79 d'entre eux ont accepté de participer, soit un tiers environ accepte de participer. Ensuite, ils ont été donc randomisés et ont débuté soit le traitement ISBI, soit la thérapie de couple systémique classique, le modèle de comparaison. Ils sont ensuite revus à la fin de leur traitement, puis lors de 2 catamnèses, 6 mois et 12 mois après la fin de la thérapie. On demande au couple de répondre à un certain nombre de questionnaires sur les différents niveaux de variables, alors sur des variables individuelles, par exemple en mesurant l'anxiété, la dépression, sur des variables qui évaluent la qualité conjugale, la qualité coparentale et le fonctionnement familial, et ces mesures sont prises aux différents temps où l'on rencontre les couples. On demande aussi aux couples de participer à une tâche d'observation afin de disposer de données sur la qualité de leurs interactions et repérer une éventuelle évolution en lien avec la thérapie. Lors de cette tâche, on demande aux couples de discuter ensemble d'un sujet d'accord ou d'un sujet de désaccord qu'ils choisissent eux-mêmes et qui a trait à une thématique conjugale, par exemple les marques d'affection, les finances, puis à une thématique coparentale, par exemple l'engagement auprès des enfants, les règles éducatives. Chaque tâche dure 5 minutes et est filmée, et cela nous permet de disposer de données observationnelles en plus des questionnaires autoreportés. Alors, le profil typique des couples recrutés qui débutent une thérapie en Suisse romande, et les 2 groupes sont comparables, est le suivant. Ils ont la quarantaine, un tiers d'entre eux est de nationalité étrangère, ils sont parents d'1 à 2 enfants en général, dont le plus jeune est au début de sa scolarité, vivent ensemble depuis 8-9 ans et disent être confrontés à des difficultés dans leur couple depuis tout de même 3 à 4 ans. Et la demande qui les amène en thérapie est très souvent conjugale et plus rarement coparentale ou mixte coparentale et conjugale. Alors, grâce aux données à disposition, on a pu réaliser une première comparaison des évolutions conjugales et coparentales des couples dans les 2 traitements. Alors, vous voyez ici une représentation de nos données d'évolution grâce à des champs de vecteurs. Ils permettent d'illustrer l'évolution des couples lors de la thérapie en tenant compte de l'évolution personnelle de chaque partenaire et de l'effet de l'évolution d'un partenaire sur celle de l'autre. Imaginez que les couples sont ici comme des fluides en mouvement dans l'espace
qui évoluent dans une certaine direction et avec une certaine vitesse. Pour la satisfaction conjugale, ici, vous avez les scores de satisfaction conjugale du plus bas au plus élevé pour l'homme et pour la femme. On voit dans le groupe du modèle de comparaison, en rouge, je crois, pour vous, beaucoup de flèches droites, verticales et horizontales qui convergent vers un point d'attraction. Cela signifie qu'il y a une évolution positive de la satisfaction conjugale. Les deux partenaires sont attirés vers un point d'équilibre qui est vers le mieux, mais l'évolution de l'un des partenaires n'est pas influencée par celle de l'autre. Il n'y a pas d'effet de partenaire, les flèches ne sont pas courbées l'une par l'autre. Si monsieur améliore sa satisfaction conjugale grâce à la thérapie, cela n'est pas lié au fait qu'il y a une amélioration chez madame. Dans le groupe testé, en orange ou jaune, par contre, si vous vous imaginez, il faut vous imaginer en Valais, on voit que les flèches se rejoignent toutes ici, dans la vallée du Rhône, avec les Alpes de part et d'autre, avec un effet de partenaire, c'est-à-dire que l'évolution de la satisfaction conjugale de madame est influencée par l'évolution de la satisfaction conjugale de monsieur et vice-versa. Comme deux forces dynamiques qui poussent dans une même direction, il y a un rééquilibrage entre eux lors de la thérapie. Pour la coparentalité, on retrouve ici les scores de qualité coparentale du plus bas au plus élevé, de nouveau pour l'homme et pour la femme. On voit pour le groupe de comparaison en rouge, on voit qu'il n'y a pas de point d'attraction clair. Les flèches vont dans des sens différents, il n'y a pas de logique dans le changement. Alors que dans le modèle testé en orange, on retrouve cet effet vallée du Rhône, les couples s'y rejoignent, c'est là que le travail thérapeutique les conduit, avec à nouveau un effet de partenaire, c'est-à-dire que l'évolution coparentale de l'un est influencée par l'évolution coparentale de l'autre. Alors comment comprendre ces évolutions? Les traitements suscitent des évolutions différentes. Dans le modèle ISBI, on voit que le changement sur le conjugal et le coparental implique les deux partenaires, alors que dans le modèle de comparaison, le travail se fait davantage sur l'évolution individuelle ou alors sans direction précise. Et on verra, une fois toutes les données récoltées, quel est l'impact de ces processus sur les différentes mesures. Alors justement, pour mieux comprendre ces évolutions, on va utiliser d'autres méthodes complémentaires qui permettent d'analyser le processus thérapeutique. Pour ce faire, on utilise la méthode de l'analyse de tâches, Task Analysis, qui a été développée par l'équipe de Leslie Greenberg au Canada. Et c'est une méthode qui suppose un travail en deux étapes. Lors de la première étape, il s'agit d'établir un modèle théorique. Et pour établir ce modèle théorique, on va se baser sur l'expérience clinique de ce que l'on pense qui devrait se passer dans une thérapie et sur les connaissances théoriques et empiriques, des étapes par lesquelles un couple devrait passer pour, si l'évolution est positive, évoluer d'une détresse conjugale ou coparentale à un mieux-être conjugal et coparental. Et selon ce modèle, on propose que les partenaires en début de thérapie sont dans un état de séparativité, c'est-à-dire que chacun est focalisé sur son point de vue, j'en peux plus de cette situation, il faut que ça change, et qu'ils réussissent petit à petit, et quelle que soit leur problématique de départ, à considérer ensemble les répercussions de leurs difficultés sur la famille et en particulier sur les enfants. Et cela peut renforcer leur sentiment, ce sentiment d'être ce nous en tant que parents. Le point de vue de l'autre est davantage pris en compte, étape qui peut permettre, grâce à cette alliance de base, de réussir à affronter puis éventuellement à surmonter les difficultés d'ordre conjugal. Donc on formule une hypothèse simple d'une certaine trajectoire de changement, il pourrait y en avoir d'autres, et on va la confronter aux observations grâce à un codage des films des séances de thérapie. Donc là, ce n'est pas les tâches d'observation dont je parle, mais de toutes les séances de thérapie qui sont filmées et analysées. Et on arrive alors à la deuxième étape du modèle théorico-empirique, un modèle plus sophistiqué qui intègre les observations et qui montre par exemple que pour réussir à devenir insightful, des étapes préalables sont nécessaires, comme par exemple le fait d'élaborer sur ce qui est insatisfaisant dans la relation coparentale. Parce que souvent les couples, à la question « Quelles ont été les réactions de vos enfants quand vous avez eu ce moment de tension ?» Que faisaient-ils alors? Souvent les couples sont décontenancés, ne savent pas. Et ils se mettent à réfléchir ensemble et seulement ensuite il devient possible d'aborder la question de la conscience de ce qui fait problème sur les enfants, la conscience de ces dynamiques coparentales négatives.
Avec un premier petit échantillon de 6 couples, ma collègue Cindy Herranounès a pu montrer que les couples qui évoluaient positivement passaient par toutes ces étapes, alors que les autres restaient bloqués à des étapes préalables. Comprendre ce qui agit dans nos interventions, identifier les ingrédients qui favorisent une évolution du couple peut être précieux pour comprendre comment fonctionne la thérapie de couple et pour la formation des futurs thérapeutes. Alors, ces premières analyses nous montrent que le levier coparental apparaît avoir un effet spécifique, mais là aussi, il nous faudra toutes les données pour le confirmer. À ce stade, et car nous arrivons petit à petit à la fin de cette présentation, j'aimerais poser la question suivante. Quel est l'avenir des couples de parents? Si tout va bien, l'avenir des couples de parents, c'est celui-ci. Le couple âgé a reçu encore peu d'attention. Si on pense au rôle du couple auprès des enfants, au quotidien, tout cela s'est volatilisé, bien que lorsque les enfants adultes traversent des crises, un divorce, une maladie, leurs parents restent souvent des repères importants. Mais lorsque l'on est un couple âgé, a-t-on toujours ces scènes de la vie coparentale? Quelle fonction revêt le lien coparental à cette étape de la vie? Est-il toujours un ingrédient important de la vie de couple? Alors voici non pas des réponses, parce que nous en sommes encore au stade de l'exploration, mais quelques échanges de 2 de ces couples à qui je donne la parole pour terminer cette conférence. Vous vous rappelez la tâche d'observation, d'accord et de désaccord? On leur a demandé de participer à cette tâche. Le premier couple que l'on verra, c'est celui que vous voyez sur la gauche, discute de la situation où leur fils adulte les invite à rester manger après une journée où ils se sont occupés des petits-enfants. Madame réagit toujours spontanément, très spontanément, en disant « oui, bien sûr », alors que monsieur est plus réservé pour des raisons liées à son histoire. Alors voyons ce bref échange. Mais ça, le plaisir que tu pourrais avoir avec eux, il est où alors? Toi, de manger avec eux. Ça te ferait plaisir? Oui, bien sûr. Donc on pourrait quand même dire, bon alors, toutes ces images que tu dis, bon ben ça ne le concerne pas. Non, lui. Ça ne concerne pas. Donc on est d'accord. Donc en fait, la prochaine fois qu'il nous demande de manger, tu peux penser au plaisir que tu as de manger avec eux, puis dire oui ou non. Parce que tu es fatigué, puis que tu as envie de rentrer, ou bien que ça te fait plaisir de manger avec eux. Tu pourrais faire ça? Oh oui. Oui. Et maintenant, le second couple, où vous verrez, monsieur n'est pas tout à fait d'accord avec la manière dont sa femme gère les téléphones de leur fille. Oui, disons, c'est important d'aider ses enfants, mais je pense que quelque part, j'ai un petit malaise parce que, au fond, je pense qu'ils devraient, à la vérité, peut-être décider plus par eux-mêmes, sans nécessairement, disons, à 45 ans, de téléphoner à des parents qui en ont 30 de plus pour leur demander, comment résoudre le problème. Alors, tu entres là-dedans. Elle ne va pas nécessairement suivre mon avis, elle veut juste s'assurer de mon avis, c'est tout. Ouais, mais au fond, alors comment pourrait-on améliorer? Alors, disons, que fait-on la prochaine fois qu'elle me téléphone? C'est magnifique de voir que les parents ont envie de voir grandir leurs enfants de 45 ans, non? Alors oui, je crois que l'on peut dire que cette question reste d'actualité plus tard dans la vie, qu'elle continue de rester une dimension importante de la vie de couple et que cela vaut la peine d'explorer ces scènes de la vie conjugale et coparentale plus tard dans la vie. J'aimerais pour finir remercier les instances qui nous financent, toute l'équipe du FADO, les nombreux collègues et assistants qui contribuent à ces travaux et les couples eux-mêmes qui nous donnent de leur temps et de leur intimité pour que nous puissions développer des connaissances dans ce domaine. Et surtout, j'aimerais vous dire merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Merci beaucoup à Joël Darwish de nous permettre d'ouvrir cette année académique 2018-2019
avec une magnifique conférence. Et j'aimerais aussi, pour terminer, remercier toutes celles et tous ceux qui sont engagés pour l'organisation de cette manifestation, de cette cérémonie. Et j'aimerais aussi donc remercier Oana Barzin, Sylviane Bailly, Nathalie Farin, Oa Sando, qui ont mis sur pied cette cérémonie et qui ont permis d'entendre cette magnifique conférence. Et donc, merci à elles.